Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bienvenue à nouveau sur notre joli plateau pour parler qualité de l'air, bien entendu, pour respirer en grand. J'avoue que on est dans une période un peu chaude et l'ozone étant là fortement, moi je fais partie des gens qui sont pas à la fête en ce moment pour respirer. Chaque respiration est un petit peu une difficulté. Voilà, mais on va passer à, bien entendu, cela. On va revenir dans des périodes plus fraîches et on va devoir aussi faire attention à cette qualité de l'air associé à la performance thermique, outre les tensions internationales que l'on connaît sur les différentes énergies, vont faire à un moment donné qu'on va devoir penser un petit peu autrement. Ça commence, ça bouge, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça nous contraint fortement, mais on va y aller et on va faire attention à tout ça. On va faire attention également, là on est sur ce début septembre et on entendait parler depuis cet été d'une 7e vague de Covid. Sera-t-elle là vraiment ou est-elle là? On n'en sait rien, mais dans tous les cas, il faut vraiment faire attention à tous les virus. Ils font vraiment partie, ou les bactéries font vraiment partie de la qualité de l'air que l'on se doit de surveiller dans les bâtiments. Et aujourd'hui, on a décidé de prendre, je dirais, l'axe, ou plutôt de prendre notre santé en main sur Élémentaire d'une manière un peu plus forte que d'habitude, tout simplement parce qu'on va parler de la santé, de la prise en compte de la qualité de l'air dans les salles d'opération des hôpitaux. Alors là, on se dit, oula, on va vraiment dans quelque chose d'assez pointu, d'assez complet et qui nécessite de faire extrêmement attention. On sait très bien que le moindre germe peut être quelque chose d'assez impactant, voire même dramatique quelquefois, et on se doit de surveiller cela et de l'anticiper pour bien le traiter. Alors pour cette anticipation, pour ce bon traitement, je reçois aujourd'hui Priscilla Petinga. Bonjour Priscilla. Bonjour Nicolas. Comment allez-vous? Comment vas-tu au choix? Très bien. Ici sur le plateau de l'émission. On est un peu chaud aussi. Un peu chaud aussi, on va y arriver. Alors Priscilla Petinga, vous êtes experte en qualité de l'air intérieur pour NG-Lab, Synergie. Synergie, tout à fait. Et experte également auprès des tribunaux. Donc là, on va pas rigoler aujourd'hui. À la Cour d'appel de Lyon, puisque vous venez de Lyon, venu en train. Tout à fait. Tout à fait, ça c'est important. Et notamment, expert auprès des tribunaux, c'est qu'à un moment donné, vous êtes sur un domaine extrêmement pointu. On n'a pas le droit à l'erreur. Oui. Déjà, on n'y a pas spécialement droit. Mais alors, en plus, on parle des salles d'opération, de l'expert auprès des tribunaux. On va apprendre quelques petites choses aujourd'hui avec vous, c'est sûr. Alors, Priscilla, votre parcours, qu'est-ce qui vous a amené, peut-être pas qu'au sein d'Engie, mais qu'est-ce qui vous a amené à traiter de cette problématique pour les hôpitaux? Et vous allez nous détailler, je pense, un petit peu comment ça fonctionne. Très bien. Alors, pour mon parcours, déjà, j'ai commencé mes études sur un domaine environnemental. Je cherchais vraiment à agir pour l'environnement. À l'époque, on parlait beaucoup plus de traitement de l'eau que de traitement de l'air. Mais je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire justement dans ce domaine. C'est peut-être pas assez pris en compte. Donc j'ai continué mes études sur l'aspect traitement d'air, mais à l'époque, les seuls qui existaient, c'était les traitements d'air pour les blocs opératoires, les salles blanches pour la microélectronique, et puis la ventilation pour le nucléaire. Donc que des domaines relativement sympas où il faut faire attention. Tout à fait. Voilà, mais notre vie de tous les jours, il faut y faire attention aussi. Et puis, en commençant dans ce domaine-là, tout était quand même bien maîtrisé sur ce domaine-là, avec des technologies qui étaient à la pointe. Et j'ai dévié sur le bâtiment tertiaire en me disant qu'il y avait peut-être des choses à améliorer dans ce domaine-là, puisque c'était peut-être pas aussi pris en compte que le domaine du nucléaire ou de la microélectronique. Mmh. Et donc, je suis partie sur une entreprise qui cherchait une personne qui avait la compétence traitement de l'air dans ce domaine, qui est un constructeur de centrales de traitement d'air et qui recherchait à améliorer la qualité d'air des bâtiments. Alors, justement, cette qualité de l'air des bâtiments, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quand on est en milieu hospitalier, quels vont être un petit peu... ou quels vont être carrément les paramètres qu'il va falloir absolument surveiller et ensuite évidemment traiter? Oui, alors sur les aspects domaine hospitalier, la qualité d'air est vraiment prise en compte dans le domaine particulier et tout ce qui est microbiologique. Donc il y a des qualifications qui sont faites régulièrement, donc soit suite à des travaux, soit annuellement,
de façon à vraiment maîtriser les systèmes de ventilation. Donc ça, c'est déjà des process qui sont en place, qui sont bien maîtrisés sur ces aspects-là. Le problème qu'on avait jusque-là, c'est que c'était à la limite trop dans le contexte énergétique dans lequel on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on avait toujours des installations de ventilation qui tournaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à un débit maximum, dans de façon des à bâtiments garantir... pas forcément utilisés. Dans des blocs opératoires qui ne sont pas forcément toujours utilisés, on était à 30% d'utilisation. 30% d'utilisation pour tourner 24 heures sur 24, et notamment à des volumes de renouvellement de l'air de quel ordre ? 10 à 15 volumeurs. 10 à 15 volumeurs. Pour la petite information, dans nos logements, on est à 0,5. C'est ça. Et on va le retrouver aussi dans les milieux des bureaux, on peut être à 2 volumeurs. Tout à fait. Voilà, donc ici on est quand même 30 fois supérieur. Donc on imagine bien que tout cet air qu'on va faire transiter, circuler, alors c'est de l'air neuf qui rentre, tant mieux. De l'air neuf. Tant mieux, on va le mettre en surpression aussi pour éviter des germes et autres rentrent. Oui, mais ça faisait quand même un déséquilibre finalement. Oui. L'air neuf, donc il y a tout l'aspect débit de ventilation, mais il y a aussi tout l'aspect traitement thermique, puisque vous devez apporter une certaine température au sein des blocs opératoires. Donc ce traitement thermique aussi a un coût énergétique qui n'est pas négligeable. Donc, tous ces aspects-là, on a dit on ne peut pas continuer comme ça. Heureusement, il y a eu un consensus qui a été fait au niveau des scientifiques de façon à autoriser normativement qu'on puisse avoir des réduits. On a donc fait des recherches pour savoir comment on pouvait mettre en place ces réduits, tout en garantissant la qualité d'air intérieur des blocs opératoires. De haut niveau. Voilà. Donc savoir ce qu'il fallait mesurer en continu, en temps réel, pour garantir vraiment une qualité d'air intérieur et rassurer les chirurgiens, parce que c'est le chirurgien qui est maître du lieu. Et comme le pilote dans l'avion, voilà, c'est lui qui exactement. décide. Voilà, c'est peut-être quelque chose auquel on ne se rend pas bien compte, mais s'il juge que les éléments sont pas suffisamment sécuritaires, il peut très bien dire non, on le fait pas. Voilà. Et on a bien sûr un contrôle de l'hygiéniste qui est là aussi pour garantir que toutes les installations fonctionnent correctement, avec le suivi des différents paramètres, que ce soit la surpression, la température, l'hygrométrie. Alors justement par rapport à ça, j'ai eu la chance, vous m'avez invité à visiter ce bloc opératoire grandeur nature que vous avez dans vos locaux à Lyon, chez NJ Lab. Justement, comment cet air il est traité, il rentre, que va-t-on mesurer et quels vont être tous ces paramètres vraiment utiles? Il y en a peut-être d'autres qu'on pourrait penser qu'on va dans notre vie quotidienne devoir suivre, et là on va pas le faire parce que justement il y a d'autres je dirais paramètres. Donc là vous dites la température, on va avoir le débit hygiénique, on va avoir la surpression, mais on va regarder le particulaire. Quelles particules on va regarder? Alors pour la petite histoire, on a monté ce bloc opératoire parce qu'il était difficile, dans une phase de recherche, d'aller sur un vrai bloc dans un hôpital. On n'avait pas réussi à obtenir des autorisations pour faire nos expérimentations. Donc, surtout que sur ces plans-là, c'est des expérimentations sur de la durée. Oui. Donc ça veut dire qu'on immobilise un bloc utilisable finalement pour le suivre, ce qui est important, mais je dirais dans l'application c'était compliqué. Voilà. Et on avait besoin aussi de rassurer les acteurs du domaine hospitalier sur notre capacité à vraiment faire ces réduits de nuit ou ces arrêts entre deux opérations, tout en garantissant une remise en route du bloc opératoire très rapide et avec des niveaux d'efficacité impeccables. Et du coup, on a construit cette petite salle qui est exactement à l'identique d'un bloc opératoire, dans laquelle on vient maîtriser les paramètres donc de température, d'hygrométrie, de surpression. On vient regarder aussi le contact porte, parce que c'est très important quand vous faites une surpression de vérifier quand même que la porte est fermée. Si elle est ouverte, votre mesure de surpression n'aura pas beaucoup de signification. Et puis, on risque de faire rentrer d'autres petites choses aussi. D'autres petites choses aussi, tout à fait. Et on vient regarder donc la mesure particulière qui est le petit plus, parce que ça nous permet de garantir à l'intérieur qu'on arrive à une efficacité de cinétique, de décontamination en temps réel. C'est-à-dire temps réel, ça c'est extrêmement important. Voilà. C'est-à-dire qu'on est capable de dire, voilà, votre bloc il est prêt en 5 minutes ou il est prêt en 10 minutes. En ayant placé un capteur particulaire à l'intérieur. Et ce capteur,
on va pas le placer non plus n'importe où. Parce qu'on on peut faire aussi ce parallèle. On voit dans nos lieux de vie, on nous parle de capteurs qui soient dans nos bureaux, qui soient chez nous. Maintenant, on trouve même des capteurs. J'y pense avec une solution où on a de la ventilation qui se fait. Je pense à de la ventilation par double flux ou par insufflation. On va avoir des capteurs de CO2, mais par contre, on va pas mettre les capteurs n'importe où dans le logement pour qu'ils soient au plus efficaces. Un capteur de CO2, c'est les pièces où on vit le plus, où il y a le plus peut-être de confinement. On va retrouver la salle, le salon, où on peut recevoir du monde ponctuellement et où on va être plus nombreux. On va retrouver aussi une chambre, notamment, où il y a la suite parentale, où il y a 2 personnes qui vont y dormir, et tout ces taux de CO2 montant, c'est l'indicateur des autres polluants. Là, c'est le même principe. Par contre, il faut vraiment bien positionner le capteur pour être sûr à un moment donné qu'on est dans l'hygiénique et du sanitaire à niveau élevé. Oui, tout à fait. Ce qui est un peu plus compliqué que le CO2, je dirais, parce que le CO2 il se diffuse rapidement partout dans la pièce et relativement de façon homogène. Alors que les particules, selon leur taille déjà, elles vont pas se diffuser de la même manière. Il va y avoir des effets de bord aussi que vous allez retrouver au niveau des parois et qui va être difficile à mesurer. La simple simulation parfois ne suffit pas sur ce type d'environnement qui est vraiment très, très spécifique, avec des flux d'air qui sont assez importants, avec un taux de brassage énorme. Et donc on a mis en place en même temps de l'essai de régulation sur le taux de particules de ces blocs opératoires et des études de réduit de nuit par rapport à l'efficacité énergétique, une optimisation du placement des capteurs qu'on a fait de façon expérimentale, mais aussi simulation, pour qu'à la suite, on soit capable, pour n'importe quel bloc, de prédire quel est le meilleur emplacement dans le bloc pour la mise en place de ce capteur particulier. Donc, ce qui veut dire qu'il vaut mieux savoir où on le met plutôt que d'en mettre plein et que finalement ça se contredise et on va plus savoir quelle est la vraie efficacité. Au niveau des particules, on sait que les normes de l'OMS, c'est ce qui est mesuré aussi tous les jours par Air Paris, notamment, ou Atmo France. On a les particules, les 10, on a les particules en 2,5, les PM2,5, les 1. Va-t-on plus bas sur la taille des particules et le traitement dans la salle d'opération? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder forcément les mêmes choses. Les particules PM1, PM2,5 et PM10, en fait, c'est des gammes. C'est-à-dire que les PM1, c'est de 0,3 microns à 1 micron. Les PM2,5, de 0,3 microns à 2,5 microns. Et pareil pour les PM10, de 0,3 microns à 10 microns. Et là, on va regarder une seule taille, mais sur plusieurs canaux. C'est-à-dire qu'on va regarder les particules de 0,3 microns, spécifiquement les particules de 0,5 microns, les particules de 1 micron, de 2,5 et de 5 microns. Ainsi, on a vraiment une corrélation avec ce qu'on pourrait retrouver sur les classes ISO, et ce qui nous permet d'avoir une image de notre bloc opératoire en temps réel. Et ça, le temps réel, c'est important. Vous disiez tout à l'heure, une salle, elle peut être prête, et on dit, on a le top départ, elle est conforme au niveau de la qualité de l'air, donc ça veut dire aussi de la température, c'est important. Et donc vous disiez en 5 à 10 minutes, c'est un chiffre qu'on retrouve habituellement, ou il y a d'autres paramètres qui... Est-ce que ça peut être prêt, par exemple, une demi-heure ou plus, ou ça dépend, ou on a vraiment quand même je dirais des protocoles qui nécessitent qu'elle soit prête rapidement, parce qu'il y a des cas d'urgence où ça le nécessite. Alors votre salle, elle est qualifiée, souvent on parle de classe de risque 4 ou de classe de risque 3 en zone hospitalière. Les classes de risque 4, elles sont ce qu'on appelle en ISO 5. Donc c'est une norme qui permet de définir un certain nombre de paramètres de taille de particules, une certaine concentration. Mais aussi, il y a associé la cinétique de décontamination particulière. C'est-à-dire qu'on demande aussi à la salle que lorsqu'il y a une pollution, le système de ventilation soit capable de l'éliminer en 5 minutes, par exemple pour l'ISO 5. Et pour les classes de risque 3, qui sont plutôt ISO 7, et ben là, ça sera plutôt en 10 ou 15 minutes selon les risques associés que l'on a.
Mais on va pas sur des temps démentiels non plus. Hein. On est vraiment sur un cycle assez court. Et ben on s'aperçoit finalement que le pilotage de cette salle d'opération, en fait, c'est le pilotage d'un avion. Il y a tout un tas de paramètres qu'il faut bien prendre en compte. Il faut savoir la piloter. Ça nécessite un vrai savoir. Et là, c'est pas quelque chose qu'on invente en 5 minutes. Hein. C'est non seulement les études, mais aussi quelques années de pratique. Je lance un petit appel. Ceux qui veulent justement aller vers les métiers de la qualité de l'air, surtout n'hésitez pas. Il y a des métiers extrêmement pointus comme celui-ci. Il y a aussi les métiers de ceux qui vont faire les installations de ces ventilations. Et on a besoin de personnes, je dirais, efficaces. Et on retrouve aussi des passionnés dans ces métiers-là, parce que là, toute la centrale qu'on va installer au préalable, évidemment, là, il y a un enjeu énorme de l'installation, l'implantation et de sa typologie de fonctionnement, qu'elle soit parfaitement en adéquation avec ce qu'on a besoin. Oui, tout à fait, parce qu'on ne peut pas garantir une certaine qualité d'air particulière dans un bloc si à côté l'installation n'est pas assez étanchéifiée, par exemple, où il n'y a pas eu assez de soins sur la mise en place des filtres aussi, tout simplement. Et le suivi des filtres, le changement et les alertes qui vont permettre d'eux, et puis sûrement tout le système aussi derrière énergétique qui va permettre de les voir fonctionner, même quand il y a des pannes de courant. Tout ça aussi, c'est pas anodin, mais il faut que ça fonctionne. On n'a pas le choix. Il faut que ça fonctionne, parce que je dirais la vie humaine, et quand elle est en jeu, on n'hésite pas, on fonce et on fait tout ce qu'il faut. Pas n'importe comment. Quand je dis on fonce, c'est toujours réfléchi et c'est l'expérience qui parle. Quels enseignements, pour terminer l'émission, quels enseignements ou quel parallèle peut-on faire avec ce que ça apporte un petit peu ce fonctionnement en salle, je dirais, d'opération ou laboratoire pour nos habitats ou nos lieux de vie quotidiens? Quels sont les points qu'on peut ressortir qui nous disent, tiens, il faut vraiment qu'on fasse attention à ça, ça et ça, parce que c'est pas négociable, quoi. Alors, ce que ça nous apporte, c'est toute la gestion déjà particulière d'une ambiance. Donc ça, on peut le retrouver dans l'habitat facilement. Aujourd'hui, ce n'est pas fait. Souvent, on ne traite pas les entrées d'air des habitats. Et c'est intéressant d'aller sur ce domaine-là pour éviter d'amener toute pollution extérieure au sein des logements, par exemple, que l'on a. Une entrée d'air choisie avec la filtration associée. Voilà, penser de systèmes à l'heure actuelle qui existent. On a de la ventilation double flux, on a de la ventilation aussi par insufflation qui le permet, de la VMI comme on dit. Autre élément également. Alors après, tous les aspects régulation, c'est pareil. C'est des éléments qui ne sont pas encore pris en compte dans l'habitat et qui, à terme, on commence toujours par des techniques un petit peu difficiles à mettre en œuvre, mais qui permettent de s'approprier les éléments, de pratiquer, d'avoir de la théorie qui pourra facilement être adaptable après au logement. Donc on pourra à terme, je l'espère, faire de la régulation aussi sur toutes les installations de ventilation, que ce soit sur les paramètres de CO2, que ce soit sur les paramètres de particules, voire d'autres polluants. D'autres polluants. Et là, il faudra les calibrer, parce que quand on parle des particules, ou on parle même maintenant des COV, on parle liés à les totaux, les semi-totaux, les volatiles, semi-volatiles. Oui. Là, il y a aussi, c'est encore un petit peu pour le néophyte une jungle, mais on est en train de progresser et on va avoir des habitats qui vont être de mieux en mieux. D'ailleurs, il y a aussi des réflexions qui sont en cours, justement par rapport aux lois qu'on a en France sur la ventilation, sur les lois de 82, et on se dit, nos bâtiments ont évolué. Maintenant, il y a des choses aussi à remettre sur la table pour les remettre en perspective, je dirais dans le bon sens, au juste besoin, parce qu'on en a. C'est une nécessité, l'énergétique, on va pas faire n'importe quoi, et nos systèmes, on va pas fabriquer des systèmes pour rien non plus, ce serait ce serait utiliser son intelligence à ses dépens, c'est pas ce qu'il faut faire, mais on va aller vraiment vers du mieux et aller au plus pointu pour faire juste ce qu'il faut. Merci encore pour tout ça, Priscilla, merci d'être venue. Merci en Nicolas, tout cas. Et puis, chères auditrices, chers auditeurs, on est rentré aujourd'hui dans une émission un petit peu pointue sur le domaine, en restant bien entendu abordable, c'est nécessaire, mais en tout cas, notre qualité de l'air, on le répétera jamais assez, tous les jours un petit bienfait, et on doit tous y faire attention, et notamment n'hésitez pas aussi de vous renseigner avant d'aller faire du sport quand on a des périodes très chaudes. Un malaise est assez vite arrivé, même s'il paraît anodin au départ, il y a quand même quelques implications, et puis quand il fait bon, c'est tellement bien d'aller faire du sport pour être en santé. Le sport, c'est la santé, on le dira jamais assez. Chères auditrices, chers auditeurs, Priscilla, à une très prochaine sur Élément Air. Bien entendu.
Element Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.